Alors nous allons parler à présent Community Management et Global Brands, c'est l'intitulé de ce prochain panel. Je demande donc à Vinciane Mazur, New Media Strategy Director chez Accor, de me rejoindre. Bonjour. Également à Guillaume Dugardier, Digital Media Manager chez Ferrero, de me rejoindre sur cette scène. Le voilà. Ainsi qu'à Yann Gourvenec, directeur web, digital et social media chez Orange. Et ce panel est animé par Cyril Athias, président de Blogger Agency, ainsi que de l'agence des médias sociaux Influence Digitale. Il est aussi un blogueur influent. Voilà, c'est à toi Cyril, pour 25 minutes. Bonjour à tous, donc merci de nous accueillir aujourd'hui. Alors on a un horaire difficile, c'est midi 30 peut-être même déjà. Ouais. Vous allez avoir faim bientôt, donc on va essayer d'être un petit peu plus dynamique par rapport à notre présentation qu'on avait prévue. Donc je vais prendre le joystick. Voilà, donc nous avons un panel de choix qui, alors je précise en plus, ce panel est parrainé par le Club des annonceurs, qui en fait s'inscrit dans une démarche autour de la marque et des nouveaux métiers en marketing, et donc qui sponsorise ce panel et qui a sorti une étude le 4 octobre, juste avant. Donc Vinciane de chez Accor, Guillaume de chez Ferrero et Yann de chez Orange vont... Alors on va essayer de discuter un petit peu plus que vous présenter des slides, mais en tout cas d'essayer de comprendre qu'est-ce que le global, donc les global brands que vous représentez, et le community management ou les médias sociaux en général, ont apporté à vos marques et en tout cas aussi à vos organisations, ou en tout cas dans vos métiers. Donc je vais commencer par Vinciane qui va nous expliquer un petit peu comment les médias sociaux ont peut-être transformer la marque Accor, ou en tout cas les difficultés que vous avez rencontrées ou pas à travers une marque globale, mais qui possède 12 marques assez complètes. Oui, alors Accor, c'est vrai que la complexité pour nous, c'est vraiment le côté multimarque, multi-pays. Donc Accor, ce n'est pas une marque, c'est un groupe qui a des marques très hétéroclites entre Sofitel et Hôtel F1, qui a également une carte de fidélité et qui derrière a également un portail distributeur, accorhotel.com, qui est un petit peu le Expedia interne. Donc voilà, je ne vais pas vous toutes les citer, mais elles sont en train de défiler derrière. Donc voilà, c'est un gros groupe. On est également très présent en France, mais on est aussi extrêmement mondial, puisque le 3e pays, c'est le Brésil, et le 5e, c'est l'Australie. On est une entreprise très 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 centralisée. On a l'habitude de tout faire de Paris en général et d'incorporer les pays au fur et à mesure. Et puis est arrivé un nouveau sujet, le social media, où justement le côté hyper centralisé est pas forcément la meilleure manière d'attaquer le sujet. Et on a commencé, on va dire, fin 2009, à se dire, voilà, qu'est-ce qu'on va faire, comment on peut faire les choses. Alors on avait une direction très motivée par le sujet, donc on n'a pas vraiment eu besoin de défendre l'importance. Après, la vraie problématique pour nous, c'est comment le mettre en place, comment incorporer des marques très différentes, comment faire que les pays s'intègrent dans une stratégie globale avec de la localisation, et puis comment faire aussi, après on a des points, nous, en fait, qui sont les hôtels, et comment derrière tout ça pouvoir fédérer et puis créer une stratégie, parce que derrière, il y a une seule personne qui est le fan, qui doit comprendre les interactions entre la marque, le pays de la marque, et puis le programme de feed, puisque lui, il va dans un seul et même hôtel en général, et il ne connaît qu'un point de contact. Je continue ? On va passer la parole à Guillaume, peut-être. J'avais juste un petit fil. Oui. Si on veut juste baisser le son, en fait. Voilà, en fait, là, l'idée, c'est, voilà, ce qu'on fait de manière générale. L'idée, c'est pas présenter des slides de présentation les unes derrière les autres, mais voilà, c'est un peu... Pour que vous ayez aussi un aperçu de ce que peut faire un groupe, à mon avis, dans différentes marques et sur Facebook notamment. Donc, en parallèle, donc on va être un petit peu décalé. Guillaume sur Ferrero, donc qui est aussi une marque mondiale, mais avec des aspérités différentes. Comment les médias sociaux sont vécus chez Ferrero? Est-ce que c'est vécu de la même façon par les marques du groupe, ou effectivement est-ce que c'est déjà centralisé, localisé? Enfin, quelle est un petit peu votre appréhension des médias sociaux pour la marque Ferrero? Bonjour à tous. L'histoire des réseaux sociaux, et Facebook notamment chez Ferrero, est assez particulière. Il faut se dire la vérité aujourd'hui entre nous. Tout ce qui nous arrive, on n'y est pour rien. Aujourd'hui, on a à peu près, à la louche, 45 millions de fans sur Facebook,
de nos marques, Kinder, Nutella, etc. On a une page Nutella qui pèse un petit 12 millions, Ferrero Rocher pèse aussi 12 millions de fans. Tout ça s'est passé sans nous. Donc je le dis tout de suite de manière très claire, ils se sont organisés tout seuls. Et maintenant, notre challenge, c'est d'essayer de faire quelque chose d'intelligent avec eux et de rendre un petit peu hommage à cet engagement et à cette demande de prise de contact avec nous. Donc on n'est pas tout dans une logique de course au nombre, de course à l'empilement de fans. Ça sert à rien, ils se sont déjà empilés tout seuls. Donc c'est pas notre problème. Notre problématique, c'est plutôt d'essayer de faire quelque chose d'intelligent avec eux, d'arriver à ouvrir les portes des différentes marques. Parce qu'effectivement, vous le savez peut-être, Ferrero est un annonceur assez présent en télévision depuis des années. Vous avez certainement en mémoire quelques-unes de nos pubs, peut-être même pas forcément celles qu'on voit aujourd'hui, mais plutôt certaines autres dont je ne vais pas parler pour pas faire ressortir ces souvenirs qu'on essaie de faire oublier, parce qu'ils sont plus dans notre temps d'aujourd'hui. Mais notre problématique, c'est ça, c'est arrêter d'être simplement en messaging et d'arroser largement, et d'essayer d'apprendre à engager cette relation, en sachant qu'un de mes plus gros problèmes à moi pour le digital Ferrero, c'est que j'ai même pas l'argument de pouvoir dire mais on va mal, ça marche pas, il faut arrêter, il faut changer. Ce qui m'arrangerait, si je pouvais dire effectivement la pub ne fonctionne plus, c'est fini, arrêtez, oubliez, c'est n'importe quoi. C'est pas du tout le cas. Toutes nos marques se portent très bien. Personne n'a particulièrement besoin que je vienne en leur disant écoutez, il faut qu'on se mette un peu à parler avec les gens parce que ça a du sens. Donc ce qui m'aide le plus, c'est que eux-mêmes se sont organisés, ils sont quand même assez nombreux. Et puis ensuite, l'idée, c'est effectivement comment est-ce qu'on va pouvoir travailler l'évolution en interne pour donner du sens à tout ça et comment on arrive à du concret. Parce que les hommes de marketing qui ont l'habitude de travailler sur des bases GRP, etc., ils ont besoin de choses très très concrètes. Donc leur dire qu'on parle avec 300 000 personnes sur une page Kinder France, on a par exemple, elle, lancé de 2.0, moi ils m'ont dit la première fois superbe, et alors on a déjà plus de 400 000 grands consos en France, qu'est-ce que tu veux qu'on en fasse ? Il faut qu'on arrive, nous aussi, hommes du digital, à leur montrer la valeur ajoutée pour leur quotidien, l'intérêt de tout ça dans un processus de communication globale et le rôle que doit jouer cette nouvelle relation, nouvelle pour nous, parce que pour eux, pour vous, ça a déjà commencé il y a des années, mais sans nous. Donc voilà, je vais m'arrêter là. J'ai juste mis quelques chiffres pour que vous puissiez voir un petit peu. La chose intéressante là, c'est vraiment de voir la nuance entre ce qui est officiel et pour lequel on a une part de responsabilité et tout ce qui s'est fait vraiment sans nous. Et aujourd'hui, quelle que soit la marque que vous puissiez prendre, alors ça c'est la page, les pages France qu'on a créées de toutes parts. Mais si on prend, ça on pourra en parler après, c'est la difficulté d'analyser effectivement concrètement une éditoriale, qu'est-ce qu'on peut vraiment en apprendre ou pas. Et moi là j'avoue que j'ai beaucoup plus de questions que de réponses sur ces questions-là, parce qu'à trop analyser une page, on a fait 2 ans d'analyse de la page Kinder France, poste par poste, extraction, avec toutes les données possibles et imaginables de Facebook. Bon, après en avoir parlé pendant 2 heures, on s'est dit ok, on n'a pas avancé. On n'arrive pas à identifier quelles sont les thématiques qui fonctionnent le mieux. On n'arrive pas à plein de choses, puis après on se dit mais oui, mais finalement c'est normal, parce qu'on parle à un public qui est en permanente évolution. Donc comment réussir à tirer des enseignements sur 2 ans avec des communautés qui bougent, parce qu'avec l'utilisation de Facebook, les tranches d'âge qui évoluent, etc., on est sur un environnement qui est tellement vivant qu'on pense à notre niveau qu'il faut peut-être finalement essayer d'en demander un peu moins, de réussir des choses un peu plus fondamentales, que ça se passe bien, mais arrêter d'essayer de se noyer dans de l'intelligence, des analyses, back-office hyper poussées, qu'on peut peut-être laisser sur des sites du e-commerce, etc. Mais que sur les réseaux sociaux, moi, j'arrive pas encore à valoriser concrètement vis-à-vis de mes clients en interne. Merci. Alors Yann, donc chez Orange, qui est la World Company au sens large, comment on arrive à convaincre, alors peut-être l'utilité des médias sociaux, c'est quand même un vrai sujet. Ouais. Alors est-ce que c'est déjà facile, est-ce que ça a été facile d'intégrer les médias sociaux dans la stratégie marque Orange ? Et par rapport à ça, quel est ton rôle aussi dans l'organisation pour faire bouger les choses ? Alors déjà, je précise, j'ai pas amené de slide, c'est pas parce que je suis feignant, c'est parce que je préfère interagir avec vous. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors facile, non, ça serait prétentieux de dire que c'est facile. Ça n'est jamais facile. C'est très facile de faire un blog pour une toute petite entreprise ou pour soi-même, et encore. Mais pour le déployer dans une entreprise de 200 000 personnes, c'est déjà beaucoup, beaucoup plus difficile. Ceci étant, c'est pas un travail qui date d'hier chez Orange, dans toute sa diversité, puisque nous sommes un groupe qui est d'abord réparti sur beaucoup de pays et qui fait énormément de choses depuis le B2B jusqu'au B2C. Moi, personnellement, ça fait 4 ans que je travaille sur les médias sociaux dans le sein du groupe. D'abord dans le B2B,
Parce que souvent on l'oublie, le B2B, on part du principe que tout ça, ça intéresse surtout des marques de grande consommation, alors que là où en fait c'est le plus facile, enfin tout est relatif, mais c'est relativement facile, c'est dans le business to business, parce que je dirais ce sont des endroits où justement les médias sociaux, donc au-delà simplement des réseaux, les médias sociaux ont une place, je dirais, logique à l'intérieur du business. Quand on est dans le B2B, on prend la parole sur ce domaine d'expertise, donc on vient chercher ces experts, on travaille avec d'autres experts. Il y a, je dirais, un continuum naturel entre le réseau offline, le réseau online. Donc tout ça fonctionne naturellement. Alors bien entendu, on n'y a pas que le B2B chez Orange, on a quelques pages Facebook, quelques comptes Twitter. On en a à peu près 80 des comptes Twitter. Et en fait, on ne cherche pas à accumuler. C'est bien d'ailleurs que ce soit Guillaume qui le dise, parce que je pense qu'il doit être le recordman mondial en termes de fans. Nous, on ne cherche pas à accumuler les fans. Alors bon, si on veut les agréger, l'ensemble du groupe, on a 2 200 000. Bon. Mais ce n'est pas tellement ça qui est important. Je pense que ce qui est important, c'est l'implication au jour le jour. Alors si on a réussi quelque chose depuis ces 4 dernières années, je pense que c'est à montrer ça et en commencer tout petit pour essayer de grossir. Et là, l'implication, la démonstration de cette fusion entre le monde réel et le monde virtuel, je dirais, elle s'impose d'elle-même. Alors, en ce qui me concerne, je ne fais pas que regarder les médias sociaux, je suis aussi en charge du site orange.com, qui est pour nous très important, puisque c'est notre site corporate. C'est là-dessus que viennent les investisseurs, que viennent les actionnaires, que viennent les chercheurs d'emploi et autres. Et donc notre rôle, il est non pas d'utiliser les médias sociaux en soi et d'aller passer son temps à faire du community management de façon isolée, mais de réintégrer ces médias sociaux à l'intérieur du dispositif web et au-delà du web d'ailleurs, marque, communication, relations presse. Donc c'est un vrai travail d'organisation. Dans mon jeune temps, j'ai fait beaucoup de... Une question là-dessus justement, il y a 80 comptes Twitter chez Orange. Est-ce qu'ils sont gérés par 80 personnes différentes? Alors, en termes d'organisation, est-ce que ça... C'est une très bonne question. C'est même la question centrale aujourd'hui pour les social media officers, qui a été souvent documentée par Jeremiah Owyang. Donc si vous cherchez sur son SlideShare, et vous trouverez tout un tas de présentations autour de ça. Le vrai challenge aujourd'hui pour nous, c'est la montée en charge. Comment vous allez faire en sorte que vous pouvez gérer un groupe dans sa diversité, que j'ai expliqué tout à l'heure, de 200 000 personnes. Alors vous imaginez que ce n'est pas une petite équipe, on est sur à peu près 6 personnes plutôt, autour des médias sociaux, 6 personnes sur le web, qui pouvons gérer l'intégralité de cette diversité et l'intégralité des messages. Parce qu'il y a des choses extrêmement diverses qui vont du plus commercial au moins commercial. Donc la meilleure façon d'organiser tout ça, c'est de travailler, Jeremiah appelle ça le hub and spoke, ou le modèle il appelle ça le pissenlit, en anglais c'est plus joli, ça fait dandelion. Et ce modèle, en fait, qui consiste finalement à, plus que coordonner, c'est-à-dire en fait donner le pouvoir à des gens qui sont dans des entités qui sont loin de vous, mais de créer le lien avec tous ces gens-là. Alors on a une communauté de communautés qui s'appelle Comin, et qui a été créé par mon prédécesseur il y a déjà quelques années d'ailleurs, ça fait à peu près 3 ans. Avant j'en étais un des membres et maintenant j'en suis l'animateur. Et cette communauté, elle s'enrichit déjà en interne, aussi en externe parce qu'on fait venir des experts qui viennent partager avec les autres. Et puis même bientôt, ça c'est un peu un scoop, on va l'ouvrir aussi à nos camarades dans d'autres entreprises. Donc peut-être Guillaume pourra venir à notre Camine pour partager avec nos camarades qui gèrent toutes ces présences sur les médias sociaux. D'accord. On parle de médias sociaux, alors une question à vous trois. Aujourd'hui, pour vous, les médias sociaux, ça se résume pas, j'imagine, à Facebook, ou bien peut-être que oui. Mais justement, est-ce que vous avez, alors au sein d'Accor, Ferrero et Orange, on a un petit peu parlé déjà sur Twitter, est-ce que Twitter fait partie de votre stratégie médias sociaux et centrale dans votre stratégie, ou bien un relais par rapport à ce que vous pouvez faire aujourd'hui sur Facebook, qui est quand même l'une des plateformes les plus abouties en termes de possibilités pour les marques, j'imagine? En fait, là, on rejoint pour nous l'aspect multi-pays. C'est vrai que, par exemple, Facebook au Brésil a mis beaucoup de temps à s'implanter. Donc Twitter était beaucoup plus important.
On a également le phénomène des États-Unis qui est un peu différent. Alors, on gère quand même les deux systèmes de manière assez différente, parce que c'est vrai que Facebook et Twitter ont certes des points communs, mais on ne les utilise pas pour la même chose et dans le même optique. Et on a également, après, nous, les forums. On a un forum très puissant, notamment en Asie-Pacifique, qui a une réputation mondiale. Et puis, on a le cas TripAdvisor, qui est très, très spécifique, certes, au travel, mais qui est le centralisateur de tous les avis derrière. Donc on a certes Facebook qui est certainement 70% de notre temps et notre budget, mais on ne laisse pas tomber les autres médias. D'accord. Donc là, pareil, en termes d'organisation, vous avez des équipes locales qui gèrent les pages Facebook, les comptes Twitter, qui suivent des directives du groupe, ou bien est-ce qu'il y a une certaine liberté au niveau local sur la gestion ? Alors la liberté est toute relative chez Accor, mais en fait l'organisation, elle a commencé, enfin les pays s'y sont mis avant nous. La première page Facebook, c'est une standardiste dans un hôtel à Chicago qui l'a ouvert. Et elle nous a pas demandé notre avis, elle l'a même pas demandé à son directeur. Et elle a quand même réussi à faire pas mal de fans, parce que finalement, avec pas mal d'honnêteté et d'humilité, elle a réussi à créer quelque chose d'assez sympathique. D'accord. Donc après, nous, on a vraiment repris. Et en fait, aujourd'hui, on a des organisations, certes centrales, mais géolocalisées. Alors, on n'a pas des pages par pays. Nous, on croit plutôt à une page au global. Et après, on la géolocalise. Donc elles n'ont pas les look and feel, elles n'ont pas les mêmes community management. On a des community managers au Brésil et en Asie-Pacifique dédiés, puisqu'en fait on est non pas sur les problématiques de langue, mais également de fuseaux horaires et puis également de saisonnalités trop diverses. D'accord. Les Et qui community gèrent. managers sont dans les hôtels ou c'est au siège ? Enfin, c'est une question... Alors quand on raisonne par les marques, c'est dans les sièges. Quand on parle hôtel, c'est dans les hôtels. Alors il n'y a que Sofitel qui a une stratégie réellement par hôtel. Après, c'est tout aussi une question après centrale. On est fan d'un Sofitel parce que globalement, c'est des hôtels qui ont pas mal de produits, d'annexes. Ibis, Novotel, certes, c'est hyper important comme marque. C'est par contre hyper standardisé. Ça a un contenu quand même assez faible. On se revendique rarement fan d'Ibis, de Porte de Bagnolet. D'accord. Enfin, on en a peu. Et pour vous, Guillaume, donc vous avez une problématique plus internationale de marques emblématiques. Est-ce qu'au niveau local aussi, déjà, est-ce que Facebook, Twitter, vous utilisez les deux plateformes, enfin plus Facebook, en tout cas ce qu'on a vu tout à l'heure. Est-ce que Twitter fait partie de votre scope des médias sociaux ou bien pas encore ? Alors, je vais répondre à cette question. Je vais juste rebondir, si vous me permettez, Cyril, sur une ou deux questions qui ont été posées via Twitter, notamment une qui dit « Jamais entendu autant d'annonceurs qui prétendent ne pas empiler les fans ». Je veux juste parler la vraie 2 secondes aussi. Comme je l'ai dit, effectivement, on a des millions, on est très content de les avoir. Je ne dis pas qu'il ne faut pas en avoir, mais ce n'est pas l'enjeu. Nous, effectivement, on a besoin, en tant que marque de CPG, d'un certain volume. Parce que si on n'a pas un certain volume, après, quand on en parle au marketing, effectivement, ça ne résonne pas à leurs oreilles. Parce que quand on a des produits qui sont consommés, aujourd'hui, on a 20 millions de consommateurs par jour, 20 millions de bouches par jour qui mangent un de nos produits. Donc moi, si je monte une campagne avec 2000 fans, qu'est-ce que vous voulez ? Ça parle à personne. Alors que pour du B2B, ça peut avoir beaucoup de sens. Pour moi, ça n'a pas de sens. Donc j'ai besoin d'un certain volume. Et ensuite, tout l'enjeu, c'est qu'est-ce que je fais avec ce volume ? Et c'est là que l'histoire est la plus longue. Mais j'ai besoin d'atteindre un certain niveau, un certain palier. Oui, Kinder France, on est à 300 000 fans pour l'instant. On va essayer de monter un petit peu plus haut. Où est-ce qu'il faut aller ? J'en sais rien. Est-ce qu'il faut que je sois content avec 500 000, 700 000, 1 million ? J'en sais rien. C'est pas l'enjeu. L'enjeu, c'est ce qui va se passer. Mais il nous faut un peu de volume. Ensuite de cela, effectivement, on est principalement sur Facebook, pas sur Twitter activement, parce qu'on n'a pas la capacité en interne de gérer l'instantanéité que requiert Twitter. Donc on est quelques-uns à avoir des comptes Twitter, ce qui nous permet effectivement d'écouter, et ce qui nous a permis de réagir une fois ou deux, notamment avec Kinder Surprise, et d'avoir toute une mécanique qui s'est mise en place très vite lorsqu'un consommateur s'était plaint qu'il n'y ait pas de surprise de son Kinder Surprise. Donc on l'a vu en 10-15 minutes à peu près. J'étais alerté par quelqu'un, je ne l'ai pas vu moi-même, qui m'a alerté par Twitter. Et donc on a pris en main tout le cercle du service consommateur via Twitter. On lui a répondu, on lui a promis qu'on s'en occuperait, on l'a fait. On lui a envoyé 2 boîtes à ce papa de Kinder Surprise avec des surprises dedans. La question est-ce qu'il avait raison ou pas ne se pose pas. Là, on traitait la problématique. Et ensuite, effectivement, 2 jours après, il a reçu par la poste Kinder Surprise. Donc on a pu boucler, là, je dirais, le online et le offline. Ce que disait tout à l'heure le précédent panel sur oublions si on est online ou offline. Pour nous, c'est vraiment très vrai aussi dans notre univers. Donc là, ça répond peut-être à une question aussi. Est-ce que le community manager est vraiment central dans l'organisation avec les différents services, CRM,
logistique, service client. Oui, c'est ça, on vraiment voit une déjà. personne centrale qui... On le voit déjà, mais c'est très Qui difficile à interagit. organiser, parce que l'air de rien, Oui. dans un procédé industriel comme le nôtre, aller voir ce qui se passe sur une chaîne, c'est pas très facile. On l'a expérimenté avec le e-business. Ouais. On avait effectivement connecté une page Facebook aussi pour la boutique Ferrero, qui rouvre d'ailleurs dans 15 jours, si tout va bien. Je vous invite à y faire un saut pour Noël, des très beaux cadeaux en chocolat. Et donc, effectivement, il y a une grande complexité dans l'organisation de la structure par rapport à ça. Et puis, il y a beaucoup de questions auxquelles on n'a pas encore de réponse. Hein. La question des pages nationales, internationales. J'ai pas encore la meilleure solution. Quand on a effectivement 12 millions de fans sur la page Ferrero Rocher, ou si je prends Nutella ou Tic Tac, par exemple, qui pèse 2 millions, vous voyez, parlons de la plus petite, 2 millions. Ça vous va? Je fais pas de l'empilage. Hein, on pourrait parler des 13 millions, on va parler des 2 millions. Il y a tout un jeu d'animation au niveau de l'international, où effectivement, vous le savez aussi bien que moi, on peut gérer le wall à l'international. Mais je crois, moi, au sens de page locale, de page nationale, parce que l'histoire, l'expérience qu'on veut offrir a tellement besoin de la couleur locale que je pense que c'est très insuffisant de s'arrêter au wall international et de ne pas rentrer dans une relation nationale. Et aussi parce qu'au final, si on veut justifier de manière très cohérente cet investissement pour le marketing et parler un peu de ROI, des sujets qui fâchent, les frontières des BU, des business units, elles sont nationales. Donc la problématique que j'ai moi, par exemple, avec ma zone, c'est que Facebook, oui, je peux parler en français des francophones, mais il y a quand même pas mal de porosité. Donc comment est-ce que je démontre l'intérêt d'investir du temps, des hommes, des agences sur une page internationale quand je ne peux pas ramener ça à des sorties de caisse? Alors il faut que je montre l'impact sur l'image de marque. C'est faisable, on a fait des études, on a essayé avec CRM Metrics, on arrive à lire des choses, mais c'est complexe de valoriser tout ça du début à la fin. Pour Yann, Alors, cette logique de national, international... Oui, la logique intégrée. nationale et internationale est assez évidente pour nous. J'ai peut-être, et l'équipe a peut-être quelques compétences pour s'exprimer en anglais dialectal. On va avoir beaucoup plus de mal en tunisien dialectal. Donc forcément, on est dans 35 pays, quelquefois avec des langues assez exotiques, le roumain, le russe, en Moldavie par exemple. Donc c'est parfois plusieurs langues par pays. Donc il faut obligatoirement appliquer le modèle en étoile qui nous permet de laisser la bride sur le coup aux initiatives La locales. grande question, où le community manager doit-il être intégré chez l'annonceur? Je pense qu'en tout cas dans vos 3 cas respectifs, c'est oui. Dans la plupart Alors des cas. pour moi, ça c'est quelque chose de très très important. C'est l'implication au jour le jour. Ça se passe dans l'équipe, ce qui ne veut pas dire qu'on ne recourt pas à de la sous-traitance, mais ça se passe dans l'équipe parce que la capitalisation se passe dans l'équipe. Juste avant j'aimerais bien revenir à une question qui est passée sur le. On a un On petit n'a pas peu le temps. Là, je suis pas trop désolé. le temps, Bon, mais on si est- tu l'as en- Alors il y a eu une question très importante sur le CRM, et c'est vrai que on est plus ou moins exposé au CRM. Le chocolat, ça tombe peut-être moins en panne qu'un téléphone mobile. Donc nous, effectivement, cette question-là est absolument centrale. On la traite pas trop mal et de mieux en mieux, j'espère. Et c'est quelque chose aussi où le modèle en étoile s'applique parce qu'on ne peut pas traiter du CRM en centrale. Et puis ce que je vous invite, c'est, puisqu'on n'a plus le temps, c'est qu'on en rediscute à la pause. Voilà. Voilà. Merci, à vous. Merci, excusez-moi, mais malheureusement, on est très pris par le temps. Évidemment, la conversation peut se poursuivre sur les différents réseaux justement sociaux.